Jacques Coeur, l'ami d'Agnès Sorel, la première favorite royale. La volonté de Jacques Coeur. Les objectifs de Jacques Coeur sont celles de tous les entrepreneurs et de tous les marchands compétents, à savoir, premièrement, l'utilisation des réseaux d'influence pour développer la performance des activités, notamment l'information sur les opportunités et la protection des marchés. Deuxièmement, l'opportunité à partir de 1443 de faire d'Agnès Sorel une amie à la cour royale de Charles VII. Une amie qui soit à la fois une cliente de ses produits de luxe importés depuis les routes de la soie, le porte-manteau de la marque Jacques Coeur, une influenceuse déterminante de la mode, une conseillère des décisions royales, un désir et un ravissement pour le roi de France. La vision de la personnalité d'Agnès Sorel est fondée sur sa grande beauté et sur un destin historique en sa qualité de première favorite officielle royale. Agnès Sorel se distingue dès son plus jeune âge par ce que nous appelons aujourd'hui un leadership exemplaire, avec la volonté de révolutionner le rôle de la femme et de valoriser ses charmes, l'engagement à satisfaire le roi à la hauteur de ses besoins et de ses attentes, notamment ses émotions, les pratiques fondées sur l'image du pouvoir procurée par les possessions, par le charme, par la sexualité, par son propre réseau d'amis, et la mobilisation collective fondée sur la provocation. La stratégie de Jacques Coeur consiste à, premièrement, utiliser son réseau familial, notamment au moyen du relationnel de sa belle-mère, afin d'accéder à la cour. Deuxièmement, utiliser le fait qu'Agnès Sorel impose son cercle d'amis au roi Charles VII. Troisièmement, proposer et fournir des produits de luxe permettant de valoriser la personnalité d'Agnès Sorel à la hauteur de ce qu'elle veut être, paraître, représenter et devenir. Quatrièmement, développer son influence dans l'environnement royal. Les leviers d'action d'Agnès Sorel sont, comme pour beaucoup de femmes, une priorité pour l'argent et pour les possessions qui rassurent. Son avantage est dans sa beauté absolue et dans ses initiatives pour créer tout ce qui fait la mode vestimentaire et culturelle. Sa recette secrète, c'est sa sexualité qui transcende. Les résultats des activités d'Agnès Sorel sont la création de valeur pour le roi. Peu importe le coût de ses achats payés par le royaume. Le but de ces initiatives est d'une part de satisfaire les besoins et les attentes du roi, notamment l'optimisation de ses émotions, et d'autre part, la volonté de valoriser la France. Pour Jacques Coeur, la relation avec Agnès Sorel lui procure à la fois la notoriété, la fortune et une certaine protection vis-à-vis de ceux qui le jalousent et qui veulent sa perte. Ce qui adviendra à partir de la mort d'Agnès Sorel en 1450. La marque d'Agnès Sorel dans la postérité est exceptionnelle si l'on considère sa courte période de vie à la cour allant de 1443 jusqu'à sa mort en 1450, soit en moins de 7 années. Sa vie est un sujet récurrent de films, de livres, de pièces de théâtre. Sa beauté et sa personnalité sont des références légendaires. La vision de la personnalité d'Agnès Sorel. Agnès Sorel est née vers 1422, soit à Coudun, près de Compiègne en Picardie, soit en Touraine. Son père, Jean Sorel ou Jean Soreau, est châtelain et seigneur de Coudun. Il épouse Catherine de Meignelay, fille de Jean-Tristan de Meignelay, châtelain et seigneur de Verneuil-en-Bourbonnais et de Marie de Jouy. Certains membres de la famille d'Agnès Sorel sont connus. Geoffroy Soreau, son frère, ou son cousin, ou plus probablement son oncle, est évêque de Nîmes de 1450 à 1453, puis de Châlons de 1453 à 1503. De plus, Jean de Meignelay est capitaine-gouverneur de Creil. Agnès Sorel est donc issue de la petite noblesse de second ordre. Elle reçoit en Picardie une éducation soignée. Selon l'usage, et afin de parfaire sa formation pour accéder à la haute aristocratie, elle se prépare vers l'âge de 15 ans à occuper à la cour la charge en pied de demoiselle de compagnie d'Isabelle, duchesse de Lorraine, reine de Sicile et femme du roi René d'Anjou, le beau-frère du roi Charles VII.
René d'Anjou, dit le bon roi René, est né le 16 janvier 1409 à Angers et mort le 10 juillet 1480 à Aix-en-Provence. Le roi René d'Anjou est un gestionnaire éclairé et un amoureux des arts. Ainsi, Agnès Sorel est éduquée dans une cour très raffinée. Agnès Sorel a une vingtaine d'années lorsqu'elle est présentée pour la première fois au roi Charles VII. Selon les chroniques de Monstrelet ou de Jean Chartier, la rencontre entre la jeune femme et le roi a lieu à Toulouse le 19 mars 1443, lorsque Charles VII reçoit en grande cérémoniale son beau-frère René et son épouse Isabelle de Lorraine. Agnès Sorel fait partie de la suite royale. Charles VII est ce que l'on appelle aujourd'hui un homme à femme. Il est foudroyé et impressionné par la beauté d'Agnès Sorel. Elle entre alors au service de l'épouse de Charles VII, la reine Marie d'Anjou, alors âgée de 40 ans et enceinte pour la 11e fois sur un total de 14 grossesses. La présence d'Agnès Sorel est des plus bénéfiques pour le roi qui affirme sa confiance en lui-même. Ayant une emprise absolue sur l'esprit du roi, elle le défend contre les intrigues et lui impose son réseau d'amis, notamment Pierre Brézé et Jacques Coeur. Ils se retrouvent au château de Loches. Lors de la fête royale à la fin de l'année 1444, c'est durant le séjour de Charles VII à Nancy, capitale du duché de Lorraine, que le roi joute pour sa belle lors d'un tournoi. Il affiche à cette occasion sa maîtresse qui fait sensation en apparaissant le dernier jour de la fête revêtue d'une armure d'argent incrustée de gemmes. Agnès Sorel passe au rang de première dame du royaume de France, puis gagne rapidement le statut de favorite officielle royale, ce qui est une nouveauté dans l'histoire de France, car les rois ont des maîtresses, mais elles doivent rester dans l'ombre. Agnès Sorel apporte à la cour de Charles VII un souffle nouveau du féminisme et une mode avant-gardiste qui mettent en émoi l'austère entourage du roi. Charles VII lui offre de somptueux cadeaux et des domaines, dont le château de Beauté-sur-Marne, ce qui lui vaut son nom familier de dame de beauté dans tous les sens du terme. Elle s'est jouée de son influence auprès du roi. Agnès Sorel impose ses amis au roi et s'acquiert ainsi la faveur des conseillers de la cour. Elle se lie d'amitié avec l'argentier du roi, Jacques Coeur, qui lui procure les pierres précieuses et les étoffes de luxe inédites qu'il importe d'Orient au débouché de la route de la soie. Elle devient la meilleure cliente de Jacques Coeur, qui est à la fois le conseiller du roi, le grand argentier du royaume, l'armateur et le marchand, en amassant la plus grosse fortune de France. Elle consomme de grandes quantités d'étoffes précieuses et toutes les femmes de la cour l'imitent. Elle donne 4 filles au roi de France Charles VII. Si elle bénéficie d'appui de son cercle d'amis et de partisans, Agnès Sorel doit aussi faire face à l'hostilité de certains, à commencer par le dauphin Louis, le futur Louis XI. Les stratégies complices d'Agnès Sorel et de Jacques Coeur. La stratégie de Jacques Coeur consiste à utiliser son réseau d'influence familiale, notamment au moyen du relationnel de sa belle-mère, pour accéder à la cour. Ainsi, Jacques Coeur devient le conseiller du roi, le grand argentier du royaume, tout en restant le puissant armateur et le marchand des produits de luxe importés d'Orient, au débouché des routes de la soie. Ainsi, il est en situation d'acheter au nom du roi et de revendre en son nom propre. Jacques Coeur approuve la stratégie d'Agnès Sorel, qui va tout à fait dans le sens de sa position et de ses intérêts. Il entretient une relation familière avec elle, et l'histoire ne dira pas jusqu'où. Cette amitié se traduira par le fait que Jacques Coeur est désigné par Agnès Sorel comme l'un de ses 3 exécuteurs testamentaires, aux côtés d'Étienne Chevalier et de son médecin personnel. Au fond, ils sont complices et leurs stratégies convergent. Agnès Sorel veut, premièrement, exercer un véritable ascendant sur le roi Charles VII, dont la personnalité est changeante, falote, ingrate, résignée. Deuxièmement, imposer au roi le cercle d'amis qui la protège.
Troisièmement, améliorer le statut de la femme et de son art de vivre. Quatrièmement, révolutionner la mode de façon extravagante pour faire entrer la France dans le plaisir en rupture avec les effets de la guerre de Cent Ans. Cinquièmement, reprendre le combat de Jeanne d'Arc pour libérer la France de l'occupation anglaise. Sixièmement, contenir ses opposants et en premier lieu le dauphin, le futur Louis XI. Septièmement, augmenter son patrimoine et ses possessions. Les leviers d'Agnès Sorel. Depuis le traité de Troyes de 1420, le roi d'Angleterre, Henri V jusqu'à sa mort en 1422, puis son fils Henri VI, sont officiellement les rois de France basés au château de Vincennes. Ils contrôlent effectivement la France au nord de la Loire. Le sud de la France est gouverné par le roi Charles VII, qui est basé à Bourges. Charles VII n'a pas confiance en son étoile, du fait du soupçon de bâtardise que ses ennemis font peser sur lui. De plus, Charles VII n'a pas le moral, du fait des lourdes pertes de ses troupes et de ses défaites contre les Anglais, à Gravant en 1423, à Verneuil en 1424, lors de la journée des harengs en février 1429. Les années qui suivent sont encore des années de deuil, avec le supplice de Jeanne d'Arc, brûlée vive sur un bûcher à Rouen, avec les ravages et les pillages effectués par les écorcheurs durant l'hiver 1438-1439, avec l'humiliation subie par la signature en 1435 du traité d'Arras avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Le roi Charles VII condamne l'assassinat de Jean sans Peur en 1419, qu'il a commandité. Il assure que cela était une erreur due à son jeune âge et aux mauvais conseils de son entourage. La personnalité de ce personnage au visage peu attrayant est difficile à cerner. Après tous ces échecs, nous pouvons comprendre que Charles VII doute vraiment de ses compétences. La fin tragique de Jeanne d'Arc, à laquelle il ne s'est pas opposé, montre toute l'ingratitude de ce personnage dont elle a fait le roi de France. Les facultés intellectuelles et la moralité de Charles VII restent plus que douteuses aux yeux de l'histoire. C'est ce qu'a ressenti Agnès Sorel et les raisons pour lesquelles elle l'a aidé à devenir victorieux, car elle illumine le roi et son entourage. Son influence psychologique est indéniable. Elle redonne confiance au souverain. Charles VII confirme sa mentalité douteuse lorsqu'il attend la mort d'Agnès Sorel pour éliminer son grand argentier Jacques Coeur, qui est le principal artisan de ses succès. L'explication la plus vraisemblable est que depuis la trahison du dauphin, le futur Louis XI, la méfiance que Charles VII manifeste naturellement à l'égard de ses proches s'est accrue au point de devenir maladive. Agnès Sorel impose au roi Charles VII son réseau d'amis. Jacques Coeur, le conseiller du roi, le grand argentier, l'armateur, le marchand. Pierre de Brézé, un soldat qui s'est illustré au cours de la guerre de Cent Ans, un courtisan et un homme de gouvernement au service des rois de France. Étienne Chevalier, un grand commis des rois de France, contrôle général des finances. Guillaume d'Estouteville, un prélat normand, 34e abbé du Mont-Saint-Michel. Guillaume Cousineau, un grand commis des rois de France qui assure les charges de grand maître gouverneur, de visiteur et de juge ordinaire des mines et des dépendances, de chancelier, de chambellan, de conseiller et de maître des requêtes à l'hôtel du roi. Prigent VII de Quetévy, un noble breton qui met son épée au service de la couronne de France et qui est prévôt de Paris. Le réseau d'amis d'Agnès Sorel la protège de ceux qui veulent sa perte. Croyante, elle fait régulièrement des pèlerinages et des offrandes à l'église en favorisant les chanoines de Loches. L'art de vivre et les extravagances d'Agnès Sorel rejettent la reine Marie d'Anjou dans l'ombre. C'est ce que lui reproche le dauphin, le futur Louis XI. Les voiles et les chemises de femmes en tissu, fermées sous le cou, sont abandonnées. Agnès Sorel valorise sa personne.
Tous les matins, elle traite sa peau avec des pommades faisant office de crème contre les rides. Tous les soirs, elle s'applique des masques au miel pour la nuit. Elle se maquille avec un fard à base de farine et d'os de sèche pilée qui lui donne un teint d'albâtre très prisé, car la pâleur est un critère absolu de beauté à l'époque. Elle se met du rouge à lèvres à base de pétales de coquelicot pour les souligner de rouge, alors que cette pratique est condamnée par les prédicateurs du Moyen Âge. Elle se fait épiler les sourcils et les cheveux sur le haut du front, qui est devenu le pôle érotique du corps de la femme. Elle ne s'inspire pas de la mode florentine pour se donner un front plus bombé, mais pour équilibrer ses traits, car elle a des très grands yeux. Elle prend régulièrement des bains de lait d'ânesse afin de préserver la beauté de son teint clair. Les cheveux d'Agnès Sorel sont blonds cendrés. Ses contemporains disent d'elle qu'entre les belles, c'est la plus belle du monde. En 1444, le roi Charles VII offre à Agnès Sorel 20 600 écus de bijoux, dont des diamants taillés pour parer sa coiffure. Pour se procurer ces biens précieux, elle devient la meilleure cliente de Jacques Coeur, le grand argentier du royaume, l'armateur et le marchand qui importe depuis l'Orient des produits de luxe inédits en Europe, contrevenant souvent aux prescriptions de l'Église. Agnès Sorel consomme de grandes quantités d'étoffes précieuses et bien sûr, toutes les femmes de la cour l'imitent pour affirmer leur nouveau statut. Agnès Sorel invente la mode. Le décolleté et les épaules nues, les vertigineuses pyramides qui surmontent les coiffures, les traînes allant jusqu'à 8 mètres de long pour allonger les robes, les fourrures précieuses de martre et de zibeline, la mode des chemises en toile fine, les colliers de perles, le soutien-gorge, la mode masculine avec la création du pantalon et de la coquille, etc. Agnès Sorel est le porte-manteau des produits de luxe de la marque Jacques Coeur. Elle fait entrer le luxe dans le royaume, la beauté intelligente, le message d'amour, le pouvoir de la sensualité, l'expression d'une femme libre, la créativité et le plaisir dans la France de la guerre de Cent Ans. Agnès Sorel a une très forte influence sur le roi qui apprécie ses goûts extravagants. En revanche, elle se fait de puissants ennemis à la cour. Agnès Sorel a plusieurs enfants avec Charles VII. Elle donne au roi 3 filles que l'on nomme les bâtardes de France, puisqu'elles sont nées hors mariage. Le roi les légitime et les dote richement après la mort d'Agnès Sorel en 1450. Ces naissances font écrire aux moralistes de l'époque, Thomas Bazin et Jean Jouvenel des Ursins, qu'Agnès Sorel est responsable du réveil sexuel de Charles VII. Il juge sévèrement sa liberté de mœurs et l'accuse de faire de ce roi chaste un roi débauché, entièrement soumis à sa maîtresse. Agnès Sorel exhorte Charles VII à chasser les Anglais du royaume de France. Par l'ordonnance de 1445, Charles VII profite d'une accalmie dans la guerre de Cent Ans pour créer les premières unités militaires permanentes que l'on appelle les compagnies d'ordonnance. En mars 1448, Charles VII dirige le siège du Mans et du château de Lavardin, possession du comte de Vendôme, son vassal. La ville est libérée le 16 mars. En juillet 1449 à Chinon, Agnès Sorel dit au roi « Charles, menez-vous à la guerre, vous n'en serez que plus vaillant. » Le 31 juillet 1449, le Conseil du roi approuve la décision de Charles VII d'ouvrir les hostilités afin de libérer définitivement la Normandie. 3 corps d'armée, dirigés par le comte de Saint-Pol, par Jean de Dunois, par Pierre de Brézé et par le duc François Ier de Bretagne, investissent les places fortes du Cotentin ainsi que de Basse et Haute-Normandie. Les troupes anglaises rendent les armes. Le 1er novembre 1449, la ville de Rouen est libérée. Le roi Charles VII préside en majesté le grand défilé de la libération. Mais la victoire décisive sur les troupes anglaises
est acquise à la bataille de Formigny le 14 avril 1450. La libération de la Guyenne se révèle plus longue et plus difficile que celle de Normandie. En effet, les Bordelais considèrent les Anglais comme des amis et surtout des clients privilégiés dans le commerce du vin. En mai 1451, une armée forte de 20 000 hommes, aux ordres de Jean de Dunois, procède au siège de Bordeaux. La capitale de la Guyenne est prise le 24 juin 1451 et occupée par les royaux qui administrent la cité. Les armées françaises battent les Anglais le 17 juillet 1453 lors de la bataille de Castillon. Ainsi s'achève la reconquête de la France, à l'exception de Calais qui ne sera prise qu'en 1558. La prédiction de Jeanne d'Arc est réalisée. Les Anglais sont définitivement boutés hors de France. Les vœux d'Agnès Sorel de chasser les Anglais hors du royaume sont exaucés. Ainsi s'achève la guerre de Cent Ans. En 1444, le dauphin Louis, le futur Louis XI, ne supporte pas la relation d'Agnès Sorel avec son père. Il estime que sa mère est bafouée et a de plus en plus de mal à l'accepter. Un jour, il laisse éclater sa rancœur et poursuit l'épée à la main l'infortunée Agnès Sorel dans les pièces de la maison royale. Pour lui échapper, elle se réfugie dans le lit du roi. Charles VII, courroucé par tant d'impertinence, chasse son fils de la cour et l'envoie gouverner le Dauphiné. Ce différend existe jusqu'à la mort d'Agnès Sorel en 1450. Charles VII donne à Agnès Sorel le château de Loches, là où il a été persuadé par Jeanne d'Arc d'être couronné roi de France. Elle y fait aménager le château qui surplombe la ville. De plus, le roi lui donne de nombreuses propriétés. Le château de Beauté-sur-Marne, qui est le mieux équipé du royaume, les fiefs de Vernon, Issoudun, Roquesaisières, les demeures de Razilly près de Chinon, de Beaulieu près de Chinon, de Dames près de Melun-sur-Yèvre. La création de valeur pour les parties prenantes. Les stratégies conjuguées de Jacques Coeur et d'Agnès Sorel sont plus ou moins bénéfiques et créatrices de valeur pour les parties prenantes que sont le roi de France Charles VII, Jacques Coeur lui-même, Agnès Sorel elle-même, la cour royale, l'Église catholique romaine et la population française. La notion de création de valeur recouvre les résultats financiers et les possessions, plus les satisfactions morales au regard de ce que chaque partie prenante veut être, paraître, représenter aux yeux des autres et devenir dans le futur, plus les émotions et les réactions affectives subites, temporaires et involontaires des individus. Côté financier, Charles VII a besoin d'argent pour financer la guerre contre les Anglais. Il est jaloux de la résidence que Jacques Coeur fait construire à Bourges, qui préfigure les hôtels particuliers qui fleurissent au début de la Renaissance et qui sont plus raffinés et plus confortables que son propre palais. Il fait arrêter Jacques Coeur en 1451 en lui confisquant son argent, ses possessions et tout son mobilier. Côté satisfaction, Charles VII commence à sortir victorieux de la guerre de Cent Ans. Il est très amoureux d'Agnès Sorel, il apprécie ses excentricités. Côté émotion, les réactions affectives de Charles VII sont toujours inattendues et incompréhensibles, à tel point qu'on le caractérise par sa moralité douteuse. Côté financier, Jacques Coeur est devenu la plus grosse fortune de France. Il assure les marchés de la cour royale. Côté financier, il y a lieu aussi de considérer les aspects négatifs de la stratégie de Jacques Coeur. Il fonde pour une grande partie sa fortune sur le marché des métaux précieux, argent et or, à l'international, alors que cette pratique est interdite. L'attitude de Jacques Coeur est arrogante. Le nombre de créanciers qui constituent des opposants potentiels augmente. Les seigneurs ruinés par les guerres ou leurs veuves lui vendent leur patrimoine. Le roi Charles VII a besoin de financer la guerre pour libérer la France et la mainmise sur la fortune de Jacques Coeur est tentante. Agnès Sorel lui sert de bouclier quand elle est encore vivante.
La mort d'Agnès Sorel en 1450 sonne la disgrâce de Jacques Coeur. Côté satisfaction, Jacques Coeur est le propriétaire de biens immobiliers considérables, de terres et de maisons dans toutes les provinces. Il possède plus de 20 seigneuries et châtelleries. Il dispose de multiples habitations qui se trouvent dans plusieurs villes. 2 hôtels à Paris, 2 hôtels à Montpellier, d'autres à Bourges, Lyon, Marseille, Béziers, Pézenas, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Sancerre, Cézy, etc. Il possède des châteaux, dont le château d'Ainay-le-Vieil. En 1443, Jacques Coeur construit ce que nous appelons aujourd'hui le palais Jacques Coeur, au centre de la ville de Bourges, entre la ville haute et la ville basse. Il s'agit d'un hôtel particulier à la française, considéré du fait de l'élégance de son architecture, de la richesse et de la variété de sa décoration, comme l'un des plus somptueux édifices civils de style gothique flamboyant. La construction du palais Jacques Coeur coûte 100 000 écus d'or et semble avoir été terminée en 1453. Jacques Coeur n'y aurait séjourné que 8 nuits. Le palais porte mention de sa devise actualisée en français « À cœur vaillant, rien n'est impossible ». Jacques Coeur, en tant que grand argentier du roi Charles VII, a coutume de racheter les fiefs abandonnés après la guerre de Cent Ans pour les remembrer à sa guise. En 1450, la terre de Saint-Fargeau est vendue à Jacques Coeur, et c'est à cette occasion que Georges II de la Trémoille, fils du sire de la Trémoille, désireux de rester propriétaire de Saint-Fargeau, garde un tenace ressentiment envers le nouveau propriétaire. En 1452, l'achat par Jacques Coeur du château d'Augerville, près de Fontainebleau, correspond à l'apogée de son rôle de grand argentier. Mais il n'a pas le temps d'y séjourner. Côté émotion, Jacques Coeur est ennobli par Charles VII en 1441. À sa mort en 1450, Agnès Sorel a atteint tous les objectifs de sa stratégie. Côté financier, Agnès Sorel a augmenté son patrimoine et ses possessions. Côté satisfaction, elle exerce un véritable ascendant sur le roi Charles VII. Elle impose au roi le cercle d'amis qui la protège. Elle a amélioré le statut de la femme et de son art de vivre. Elle a révolutionné la mode de façon extravagante pour faire entrer la France dans le plaisir, en rupture avec les effets de la guerre de Cent Ans. Elle a repris le combat de Jeanne d'Arc pour libérer la France de l'occupation anglaise. Elle a contenu ses opposants, et en premier lieu le dauphin, le futur Louis XI. Côté émotion, Agnès Sorel entre dans la postérité comme une légende de la beauté, du féminisme, de l'intelligence, de la créativité. Ainsi, Agnès Sorel entre dans la postérité pour un bout d'éternité. Le souffle de plaisir insufflé à la cour par Agnès Sorel conduit de nombreux nobles et seigneurs à s'endetter auprès de Jacques Coeur, qui leur prête volontiers de l'argent. Certains aussi vendent leurs biens à Jacques Coeur, qui les rachète. Ainsi, la masse des opposants à Jacques Coeur prépare sa disgrâce en 1451. L'Église catholique romaine n'apprécie pas les excentricités d'Agnès Sorel. Son ingérence politique, son maquillage, ses nouveautés en matière de mode, sa sexualité. Ainsi, tous les prédicateurs religieux commentent et contestent ces initiatives. Côté niveau de vie, Agnès Sorel est populaire parce qu'elle contribue à la fin de la guerre de Cent Ans et à l'amélioration des conditions familiales. Côté satisfaction, Agnès Sorel contribue à valoriser la condition féminine. Côté émotion, Agnès Sorel est la référence en matière de beauté. Ainsi, Agnès Sorel est le symbole pour le peuple de la femme libre, belle, séduisante,
intelligente et légendaire dans le souvenir populaire. La marque d'Agnès Sorel dans la postérité. En février 1450, suspectant sa cousine germaine, Antoinette de Mignolet, d'avoir une relation avec Charles VII, Agnès Sorel décide de se rendre en Normandie pour rejoindre le roi. Sitôt arrivé, Charles VII l'installe au manoir de la Vigne, situé au Mesnil-sous-Jumièges, près de Rouen. Selon Jean Chartier, le chroniqueur officiel de la cour, elle est soudainement prise d'un flux de ventre. Elle donne naissance à un enfant prématuré de 7 mois, sa dernière fille, qui meurt rapidement après sa naissance, le 3 février 1450. Elle a le temps de léguer ses biens à la collégiale de Loches pour que des messes soient dites pour le repos de son âme, puis à l'abbaye de Jumièges où doit être déposé son cœur, ainsi qu'aux membres de sa famille, et au roi à qui elle lègue ses bijoux. Elle meurt le 9 février 1450. Elle est âgée de 28 ans. Elle meurt officiellement d'une infection puerpérale. La mort d'Agnès Sorel est si soudaine qu'on croit tout d'abord à un empoisonnement. Le 28 septembre 2004, le mausolée d'Agnès Sorel a été ouvert pour récupérer l'urne et effectuer des prélèvements à des fins d'études scientifiques. L'opération a été supervisée par le médecin légiste Philippe Charlier afin de savoir si les os contenus dans l'urne appartiennent bien à Agnès Sorel, savoir la cause réelle de sa mort et préciser sa date de naissance. Ces questions ont trouvé une réponse grâce aux moyens les plus modernes des prélèvements ADN, de la génétique, de la toxicologie et de la parasitologie. Ces études ont montré, premièrement, il s'agit bien en toute vraisemblance d'Agnès Sorel. Deuxièmement, la reconstitution du visage correspond au portrait de son gisant. Troisièmement, elle est morte d'une intoxication au mercure, sans que l'on puisse dire si cela a été accidentel ou volontaire, car les traitements à base de sel de mercure étaient usuels à cette époque pour traiter l'ascaridiose et agir comme traitement vermifuge. Le 2 avril 2005, les restes d'Agnès Sorel, après 5 mois d'études, ont été replacés dans leur tombeau, réinstallés dans la nef de gauche de l'église Saint-Ours de Loches, et après une cérémonie religieuse, le gisant a été remis sur le tombeau, puis scellé à celui-ci. Selon l'usage du XVe siècle, comme elle est morte près de Jumièges en Normandie, son corps est partagé entre cette abbaye qui recueille son cœur et l'église Saint-Ours de Loches, nommée la collégiale Notre-Dame à cette époque, qui reçoit son corps. Cela en vertu du testament de la défunte, qui lègue une grande partie de ses biens aux moines de la collégiale Notre-Dame. C'est ainsi que les moines accueillent le corps embaumé d'Agnès, admirablement coiffé, vêtu avec simplicité et sans bijoux. Conformément aux dernières volontés de la Dame de Beauté, sa dépouille est déposée dans un triple cercueil de chêne, de plomb et encore de chêne et installée au milieu du chœur de la collégiale de l'église Saint-Ours de Loches. Éploré, le roi Charles VII commande au sculpteur Jacques Morel 2 magnifiques tombeaux de marbre. L'un se trouve à Jumièges et contient son cœur, l'autre est dans le chœur de l'église Saint-Ours de Loches et son cœur y repose. C'est une statue d'albâtre allongée sur un socle de marbre noir, dont certaines faces portent en épitaphe des inscriptions sculptées. Dès le début de son règne, Louis XI refuse l'autorisation de changer de place sa sépulture. En 1777, Louis XVI autorise le transfert de la sépulture dans la nef. En 1793, la sépulture est profanée plusieurs fois et les restes de la défunte sont placés dans une urne. En 1801, le vase funéraire est retrouvé et remis dans la sépulture restaurée en 1806. À la fin de l'année 2004, le Conseil général d'Indre-et-Loire décide de rétablir le respect des dernières volontés d'Agnès Sorel et le médecin légiste Philippe Charlier est chargé d'établir les vérités sur sa mort. Le 2 avril 2005, la sépulture d'Agnès Sorel réintègre l'église. Espérons qu'il en sera ainsi pour un bout d'éternité.